Bonjour à tous. Céline Douché, je suis co-gérante d'une agence de communication sur la Côte d'Opale qui existe depuis 10 ans maintenant, c'est notre 10e année. Et on a fait le constat assez rapidement. En fait, on a créé notre entreprise parce qu'on forcément on connaît bien notre métier, on ne connaissait pas l'entrepreneuriat. Donc on a créé un modèle économique sur le modèle des agences classiques, c'est-à-dire création et fabrication de supports de communication. Je mets fabrication entre guillemets, puisqu'en fait, dernièrement, on s'est rendu compte à part la conception, on facturait essentiellement des produits que nous ne produisions pas, enfin des services et des produits que nous ne produisions pas. C'est-à-dire qu'en fait, on facturait des volumes d'impression, des surfaces d'enseigne, des hébergements de sites internet, alors que notre réel travail était, à l'inverse, pas facturé, pas valorisé. Notre vrai travail, c'était, j'ai pris quelques notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, l'analyse et l'audit du métier de nos clients, de leurs cibles, de leurs concurrents. Il y a tout un travail de pédagogie de la communication, un travail d'accompagnement à l'usage, et toutes ces choses-là n'étaient pas ni facturées, ni valorisées, ni facturées. La question un petit peu toute bête que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous aviez conscience, avant de travailler sur votre modèle économique avec l'économie à fonctionnalité, de la valeur que vous produisiez? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui, dans l'économie, la fonctionnalité, de la coopération, vous a aidé à identifier, mais oui, en fait, c'est en ça que je rends service, c'est en ça que je crée de la valeur? Alors, pour notre part, évidemment, jusqu'avant de rentrer dans le parcours, non, on ne connaissait pas la valeur du travail réalisé. On était arrivé avec mon associé à un niveau d'épuisement à la tâche, la course au volume. Enfin, vraiment, c'est notre santé qui a été le déclic pour rentrer dans le parcours. On a dit là, il y a un truc qui ne va pas. Surtout le jour où un de nos clients a comparé nos tarifs avec Vistaprint, et là on s'est dit il y a un truc. on n'a pas dû bien expliquer notre métier, et du coup en rentrant dans le parcours nous a permis de décortiquer complètement le travail accompli, toutes les étapes nécessaires pour réellement travailler, réaliser le projet. Ça a été, même pour nous, une révélation, parce qu'on a tendance à travailler à l'instinctif. Quand on a vu tout ce qu'on réalisait, ça nous a permis aussi de formuler toutes les ressources immatérielles, t'appelles ça, que ça génère, qu'on avait besoin pour que les projets soient de qualité, c'est-à-dire notre connaissance du tissu économique, notre organisation interne, la complémentarité de nos compétences en interne, notre veille permanente, etc. Toutes ces choses qui font qu'on fait un travail de qualité et qui n'était pas du tout valorisé puisqu'on facturait des produits. Il faut savoir qu'on parle de modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est pas toujours très bien choisi et très heureux finalement comme terme. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est plus une manière d'analyser votre modèle économique qu'un modèle à atteindre en tant que tel. Et du coup, moi je dis souvent, il y a les lunettes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc je vous présente les lunettes de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vais les mettre. Direct, c'est compliqué. Et je vais vous expliquer en gros ce que je vois du retour d'expérience qui a été donné. Il y a deux concepts qui nous permettent de comprendre quelle est la valeur. Il y a les ressources immatérielles qui ont été citées. Il y en a 4 qui sont très importantes. La confiance, la santé, la pertinence et les compétences. Tout ça, c'est super important de pouvoir les identifier, de les voir comme une ressource pour pouvoir les valoriser par la suite. Et ce sont des ressources, du coup, qui demandent à être développées. Et pour les développer, c'est un travail bien particulier. On va rentrer plus en détail sur cette dimension-là. Et surtout, il y a un autre concept qui est très important, qu'on mobilise souvent, qui sont les externalités. Les externalités, c'est-à-dire l'ensemble des effets utiles qu'on a créés malgré nous, ou les effets négatifs qu'on a créés malgré nous, ou que l'on subit. Là, typiquement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication? Qu'est-ce que ça produit réellement comme effet utile, une bonne communication? Ce qui a été pris en compte dans leur modèle économique, dans la manière de voir la valeur, c'est de regarder justement ces ressources immatérielles et ces externalités qu'on ne pouvait pas voir sans ces lunettes de l'économie de la fonctionnalité. Mais du coup, tout ça, c'est très immatériel. Si on facture des heures, c'est parce que c'est quelque chose de mesurable. Si on facture des heures de conception ou des affiches, des plaquettes, un site internet, c'est tangible, c'est mesurable.
Et nous, on vous parle d'effets utiles et on vous parle de ressources immatérielles. Ça crée une petite difficulté du coup pour savoir comment créer cette valeur et en quoi ça crée de la valeur. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir évaluer réellement la valeur que vous produisez? En fait, nous, on a transformé, pour mesurer les choses, c'est que on a aujourd'hui, l'économie de la fonctionnalité nous a permis certaines choses, mais nous a obligés à certaines choses, et notamment à fixer des objectifs avec nos clients. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fixé des objectifs à atteindre ensemble, et du coup, forcément, à s'engager et à les atteindre. Et du coup, on peut mesurer l'efficacité du travail qui a été établi. Avant, je livrais 300 plaquettes, mon travail était terminé, merci, au revoir. Quand on fixe des objectifs avec le client, forcément, le travail est transformé. Mais du coup, c'est des objectifs mesurables. C'est quel type d'objectif? Je me doutais que tu allais dire ça. Clairement, on va bien travailler la demande, l'objectif du client. Pourquoi il vient me voir? Il ne vient pas me voir pour avoir 300 plaquettes. La communication, elle peut prendre des facettes complètement différentes. Ça peut être on pense naturellement à développer du chiffre d'affaires et finalement c'est rarement ça. Des fois c'est juste un objectif de communication interne, un objectif d'être plus clair avec ses clients sans aller forcément chercher des prospects. Ça peut être un objectif de monter en gamme ou de passer à une catégorie supérieure, de passer à une région différente. Vraiment de fixer des objectifs qui sont propres à chaque entreprise et à chaque projet d'entreprise. Je vais remettre les lunettes d'économie à fonctionnalité. Je change de lunettes, mais c'est les mêmes. Je vois toujours pareil. Pour regarder le réel, l'expérience notamment de Céline, où finalement le client au départ vient te voir, pense savoir son besoin et demande soit une plaquette, soit un site internet, quelque chose de très mesurable, quelque chose qui n'a rien à voir avec les effets utiles, avec l'immatériel dont je viens vous parler tout à l'heure. Donc ça veut dire que déjà le travail d'évaluation, de savoir en quoi on va rendre service, c'est un travail de discussion sur les besoins réels que le client ne connaît pas. Il y a une phrase assez célèbre d'Henry Ford que je cite assez régulièrement qui disait « Si j'avais demandé à mes clients ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. » Là, c'est un peu la même chose. Il y a rarement des clients qui vont dans le sens de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui vont vous dire « Mais moi, bien sûr, ce que je veux, c'est améliorer la coopération avec mes clients et pour ça, j'aurais besoin de retravailler avec mes équipes sur le travail qu'on fait réellement et pouvoir communiquer dessus. » J'imagine que ce n'est pas forcément le genre de demande que tu as. Donc déjà, premier outil d'évaluation que je retiens, c'est déjà le travail d'évaluation des besoins du client avec cette idée de se concentrer sur c'est quoi les effets utiles dont il a réellement besoin et que lui en plus ne connaît pas. C'est-à-dire que j'imagine que du coup il y a déjà un travail de professionnalisation de savoir comment on fait émerger le vrai besoin du client. Vous avez aussi développé des outils pour développer cette coopération, soit avec vos clients ou aussi avec d'autres. Quel a été le travail en fait pour développer cette coopération que vous avez mis en place? Aujourd'hui, on co-construit la stratégie de communication avec nos clients. Quand je dis avec nos clients, c'est avec nos clients et leurs collaborateurs. C'est incroyable la puissance de développement que ça peut générer, de matière grise et le travail va beaucoup plus vite et beaucoup plus pertinent. Donc ça, c'est assez intéressant. On leur a mis en place aussi des outils, par exemple, ça que tu veux savoir, les outils, des choses comme ça, les outils de pilotage de leur plan, de toute leur stratégie de communication, avec le travail qui est nécessaire de notre côté, évidemment, mais avec le travail aussi nécessaire de leur côté, de leurs collaborateur par collaborateur ou que le dirigeant, si c'est le cas, voire même d'autres entreprises qui interviennent dans la chaîne graphique ou la chaîne digitale. Ça permet à chacun d'avoir une vision complète de tout le travail qui est à accomplir, comme tu disais tout à l'heure, à quel point j'ai besoin aussi qu'ils mettent leur pierre à l'édifice, qu'ils apportent les informations ou les ressources nécessaires. Ça permet d'avoir une vision globale du coût, ça permet de moduler, d'être forcément beaucoup plus pertinent sur la globalité de la stratégie de communication. Dans la co-construction des projets, nos clients aussi, dans les effets utiles, découvrent des talents dans leurs propres entreprises ou dans les partenaires qu'on intègre. Et ça, c'est un effet qu'on n'avait pas calculé au départ. Ils découvrent des compétences en interne ou chez leurs fournisseurs qui sont très intéressantes.
Pour revenir juste sur ce que Céline vient de dire à l'instant, je remets mes lunettes économie de la fonctionnalité. Ça révèle finalement le travail que vous faites, des talents qui n'étaient pas soupçonnés au sein de chez vos clients. Voilà encore typiquement. Est-ce que ça a de la valeur, ça? Est-ce que ça a de la valeur? Oui, ça en a. Oui, ça en a. J'ai eu le cas en plus hier. Ou même avant d'aller jusqu'au talent, j'ai animé une réunion hier avec une entreprise et on leur a demandé chacun dans leur coin de définir le métier et le service vraiment de l'entreprise. Et ils étaient très surpris de voir qu'ils n'avaient pas tous du tout la même définition. Donc ils étaient assez bluffés là-dessus. Et après, derrière, on a discuté des compétences de chacun pour pouvoir participer à ce projet de communication qui finalement est souvent un projet d'entreprise et qui est malheureusement, le regard du temps, géré ou par un responsable de communication ou par le dirigeant. Et du coup, ça devient un projet global et un message commun. Mais du coup, ça c'est un effet plutôt très utile, qui n'était pas prévu au départ. Voilà, c'est ça, une externalité. Positive, du coup. Et là, justement, il y a une capacité à valoriser un petit peu cet enjeu-là, si son métier, c'est pas de vendre des plaquettes et un site internet. Si on est simplement évalué, on regarde la valeur de tout ça simplement à travers la plaquette et le site internet, tout ça, c'est mis de côté, on ne peut pas le voir. J'ai un autre effet utile dans le même esprit, c'est qu'en reprenant ma place dans la chaîne de valeur, dans la chaîne graphique ou digitale, alors là, mon copain imprimeur, il va pas aimer ce que je vais dire, mais aujourd'hui, je peux conseiller à mes clients de ne pas consommer de support de communication. Avant, je pouvais pas le faire, ça impactait forcément mon chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai repris ma place et certains clients n'ont pas besoin, ils ont juste besoin de travailler un pitch commercial commun, par exemple, et du coup, ça a des effets sur la consommation, la planète et ce qu'il faut. Je dis pas qu'il ne faut plus imprimer, mais en tout cas, on imprime utile. Ça tombe bien, dans la salle, tu as le seul imprimeur qui est content qu'on n'imprime plus, donc, vu que c'est sa proposition de valeur. Je reviens aussi sur l'expérience que vous avez dite sur l'organisation du travail du client et sur les enjeux de coopération. Je ne vous ai pas défini ce que c'est que la coopération, mais on définit, nous, la coopération comme la capacité à prendre les contraintes des autres dans son propre travail. Ça va dans les deux sens. Vos clients aussi doivent prendre conscience aussi des contraintes, de vos contraintes pour pouvoir les intégrer dans son propre travail. Donc tous les outils, et notamment les outils aussi bien que chez Banque Communication et chez Envergure Architecte, sont les outils qui permettent de, révéler quelles sont les contraintes de ces deux structures. Quand je veux un bâtiment livré dans 6 mois, ça pose un certain nombre de contraintes pour l'architecte. Ça va supposer un certain nombre d'étapes de travail à mettre en place. Et dans ces étapes de travail, le client il va avoir aussi du coup du travail à réaliser pour atteindre cette performance. C'est vrai aussi du coup pour l'organisation du travail chez les clients de Banque Communication, où si on veut vraiment travailler sur les effets utiles liés à cette communication, il va avoir du boulot aussi du côté de chez le client. Et ça, il faut l'organiser. C'est un vrai élément très très important, parce que souvent on convoque la coopération comme si c'était une valeur éthique, morale. Il y a des gens qui ont cette valeur de la coopération, avec qui on peut coopérer, puis il y a les autres. La coopération, ce n'est pas du tout une valeur éthique, morale, c'est un travail. Vous êtes en capacité, soit vous avez un mode d'organisation qui fait que vous pouvez coopérer avec votre client, à condition que lui aussi soit organisé pour pouvoir coopérer avec vous, soit vous ne l'avez pas. Je rouvre un petit peu le sujet. On était parti au départ sur la question de l'évaluation de toute cette dimension immatérielle. Il y a un autre enjeu qui est très important, qui n'est pas l'évaluation, mais qui est la révélation de tout ça. Comment on révèle au client que tout ce qu'on a produit pour lui, ça a de la valeur? C'est bien d'évaluer où est-ce qu'elle est, cette valeur, mais comment on montre que ça vaut quelque chose, en fait, tout ça. Tout le travail de coopération, effectivement, que tu mettais en avant, de dire que voilà, toutes les différentes étapes, moi, de mon côté, ça m'a demandé de mettre tout ça en place, d'organiser ce que vous aviez à faire, etc. etc. Et Céline, tu disais, on va regarder si on atteint les résultats à la fin ou pas. C'est aussi une manière de révéler en partie la valeur qui est produite. C'est les deux, exactement, c'est sur ça que je voulais
mettre en avant. Je vous disais tout en intro qu'il n'y a que le travail qui crée de la valeur. Et on n'évalue pas du coup cette valeur simplement en fonction d'un résultat qui est atteint à la fin ou pas. Du coup, le résultat, il ne dit pas grand-chose finalement de la valeur qui a été produite. Surtout qu'en plus, on parle d'un résultat de départ. Là, par exemple, la révélation des effets, enfin, des talents, des compétences de chez le client, ce n'était pas prévu dès le départ. Donc ça ne rentre pas nécessairement potentiellement dans les résultats à valoriser. Sauf si on dit, mais tiens, ça a quand même produit ça, et on intègre ça aussi donc, en tant que résultat. Mais c'est surtout aussi de mettre en avant mais comment on y est arrivé. Ce n'est pas arrivé comme ça, pas simplement par un tour de magie. Ça a demandé énormément de travail, d'action, de mise en place. C'est parce qu'on s'est organisé d'une certaine manière qu'on est arrivé à tel résultat, et tout ça, ça a de la valeur. Tout ça pour dire que ce n'est pas juste un résultat qui révèle à la fin la valeur qui a été produite. Il y a aussi tout le travail. Juste définition de la demande. Juste de révéler, est-ce que un bon moyen de révéler, c'est vous vous rendez compte qu'au départ, vous me demandiez un site internet et qu'à la fin, je vous accompagne sur toute votre stratégie de communication et qu'au final, je travaille presque même sur les enjeux de RH où vous vous rendez compte que vous avez des ressources insoupçonnées dans votre entreprise. Dire, ça c'est le résultat, mais de dire aussi que comment on y est arrivé. C'est parce qu'au bout d'un moment, je vous ai questionné sur cette demande-là, qu'il y a un rendez-vous sur les vrais besoins, etc. etc. C'est toute la mise en place de ce résultat qu'il faut aussi valoriser. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur une expérience client qui montre que vraiment la valeur, elle est beaucoup plus facilement perceptible pour lui. Vous savez mieux l'évaluer, mieux la révéler dans sa dimension immatérielle. On travaille pour une petite entreprise de matériel médical sur la Côte d'Opale. Alors je dis petite parce qu'il y a des majors de la distribution du matériel médical. Et Eric, le client, m'appelle. On travaille déjà pour eux depuis quelques années. Ils distribuaient dans les hôpitaux. En fait, leurs clients, c'était les hôpitaux. Donc on travaille pour des pros en B2B. Il me dit, on change d'activité. On va travailler sur le maintien à domicile. Du coup, on passe en B2C. Viens me voir. Il me faut une plaquette. La fameuse plaquette. La demande tout le temps. Et donc, je lui ai proposé ce projet de co-construction. On a mis autour de la table tous les intervenants de l'entreprise, pas tous les salariés, et je leur ai demandé pareil de définir leur entreprise. On a travaillé ensemble sur les services et sur ce que faisait chaque personne. Il en est ressorti un élément important, c'est que une des personnes de l'entreprise, qui est le livreur, la personne qui livre le matériel médical chez les gens, quand elle a défini son travail et qu'on est allé gratter un peu tous ensemble la dimension réelle de son travail, en fait, ce livreur n'est pas juste un livreur. Quand il livre le matériel médical, il s'assure du confort des gens, voir si le lit qu'il a installé ne va pas empêcher l'ouverture d'une porte, s'il ne faut pas installer aussi un releveur pour la personne qui va venir faire le soin. En tout cas, il veille à la cohérence de l'installation et au réel confort de l'installation. Et ça, en fait, c'est un argument concurrentiel de taille, puisque les majors dont on parlait de tout à l'heure, eux, se contentent de livrer le matériel et ne s'assurent pas du confort. Ils le livrent et puis éventuellement ils le montent et ils s'en vont, parce que ce sont vraiment des livreurs. Du coup, on a déterminé un argument concurrentiel que le gérant ne connaissait pas. Le fameux livreur, on lui a changé son poste de travail, enfin son intitulé, il est installateur conseil et non plus livreur, donc on a valorisé son travail et on a monté toute une stratégie de communication avec eux sur ces éléments différenciants. Quand on est une petite entreprise de distribution, on n'a pas forcément les mêmes outils qu'un énorme major de distribution qui a une présence sur Internet, qui a des boutiques, etc. Par contre, ils avaient un argument qui était de poids. Et voilà, on a tout construit avec eux là-dessus et on n'a toujours pas fait de plaquette. Et ça pose pas de problème. Il reconnaît naturellement que la valeur de votre travail en tant qu'agence de communication, c'est pas de produire une plaquette ni un site internet. Alors, ça pose pas de problème dans ce sens-là, puisque ils sont contents. On a travaillé sur le pitch commercial, il y a eu des effets utiles importants. Par contre, régulièrement, ça implique une réorganisation du travail chez mes clients. Et là, on arrive des fois, même nous, dans des dimensions où je suis obligé de dire, je peux pas vous accompagner là-dessus parce que c'est pas mon métier. Là, il faut appeler Simon ou d'autres personnes. Mais j'ai un autre exemple assez rapide. Je viens de travailler pour une boîte d'informatique. 20-25 personnes qui vendent des logiciels de compta, des serveurs, Sage ou des choses comme ça.
Et pareil, même exercice, on se met autour de la table et on discute sur leurs vraies prestations. Ils se présentaient vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'ils allaient chez les clients en présentant le catalogue des produits. On vend du Sage, on vend du Luca, on vend du Cloud, etc. Et en travaillant avec eux, on a retracé l'expérience client chez eux. Et on en a abouti qu'en fait, finalement, le Sage ou le produit en soi, il n'a aucune importance. C'est les compétences qu'ils ont en interne, la matière grise qu'ils ont en interne. Ils ont des têtes, ils ont des techniciens, des experts sécurité, des experts, c'est des métiers qui me dépassent un peu, des ingénieurs, etc. Et c'est finalement les choix techniques de ces ingénieurs, c'est eux qui vont choisir le produit le plus adapté et la manière dont ils vont le paramétrer pour l'entreprise qui est le plus intéressant. Du coup, on change la manière de présenter l'entreprise et on change aussi l'organisation de leur travail puisqu'il y a un parcours client dans l'entreprise. Ils doivent changer la manière de le présenter quand ils vont en prospection. Ça change énormément de choses dans leur organisation. Donc là, ils commencent, mais ça a des conséquences qui vont être bien plus importantes que faire des plaquettes. Aujourd'hui, nos offres ne sont quasiment plus comparées puisqu'elles sont plus comparables du tout. Et alors, on a un taux de conversion qui est particulièrement exceptionnel puisqu'on fait quasiment du 100% quand on fait nos offres dans ce modèle-là. Je dis quasiment parce qu'aujourd'hui, sur les marchés publics, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est les seuls qu'on n'arrive pas encore à faire changer. On ne s'y est pas attelé, on a préféré commencer par le côté un peu plus facile et on se dit qu'on y reviendra après, mais c'est vrai qu'on a un taux de conversion et de fidélité aussi qui est du coup assez impressionnant. Alors on n'a pas augmenté notre chiffre d'affaires, mais aujourd'hui on a augmenté notre marge considérablement puisque je vends beaucoup plus de services que de produits. Et par contre, la valeur, pour moi, qui est la plus grande richesse, c'est ce que tu disais, c'est qu'on se retrouve avec des projets beaucoup plus intéressants. On a retrouvé carrément du sens à notre travail. Du coup, on peut la sélection se fait assez naturellement. Avant, on avait tendance, comme on était dans la course au volume, à prendre finalement tout. On prenait tout le tout venant. Les prix étaient toujours tirés vers le bas, et donc il fallait en prendre plus, et on prenait tout et n'importe quoi, même des projets sur lesquels on n'avait pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a moins de projets, on a des projets plus importants, beaucoup plus intéressants, et les projets qui ne nous concernent plus, sur lesquels on n'a pas de valeur ajoutée, je peux les rediriger sur, si c'est juste de l'impression, je le mets directement en relation avec l'imprimeur, j'ai rien à faire dedans. Si c'est du développement technique web, j'envoie chez un développeur. Mais on a redonné du sens et de l'intérêt à notre métier. Et on avait aussi, par exemple, des difficultés à recruter parce que notre métier n'était pas intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on vient juste de recruter, il est là à gauche, je regarde si ça l'intéresse. Mais je pense que ça rend la chose aussi plus attractive pour le recrutement. Ils n'ont pas forcément augmenté leur chiffre d'affaires. Ils ont augmenté leur marge. Ils ont en gros gagné plus en vendant moins. Pour nous, c'est ça la clé du développement durable en fait. Si la seule manière de créer la croissance économique, c'est de vendre toujours plus, du coup, on vendra toujours plus de plaquettes, on vendra toujours plus de sites internet, on vendra toujours un projet beaucoup plus grand d'habiter, de bâti. Quelque chose qui n'est totalement pas en phase avec le développement durable au sens écologique du terme. Je vais vous faire consommer du site internet et de la plaquette parce qu'il n'y a que comme ça que je peux gagner ma vie. Là, ce n'est pas du tout ça qui est vendu. Donc c'est aussi en ça que c'est du développement durable concrètement, l'économie, la fonctionnalité et la coopération. Et aussi, autre critère très très important, c'est qu'au final, ça redonne du sens au travail. C'est le point de départ de l'économie, la fonctionnalité, la coopération en tant que théorie. À la base, c'est du coup le laboratoire d'intervention et de recherche à Thémis qui travaillait sur les risques psychosociaux et les enjeux de santé au travail au global. Ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas changer le modèle économique, on ne pouvait pas plutôt agir sur les enjeux de santé au travail sans changer le modèle économique. Et c'est comme ça qu'est née l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et là, on entend du coup que cette transformation du travail a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de faire que c'est plus facile de se lever le matin pour aller travailler, voire même ça fait ressource pour sa santé. Ça nous fait du bien de travailler dans ces conditions.